Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission ce matin en 3 parties avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision qui est notre partenaire, les Indés Radio, 130 radios qui sont également nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission, JT des territoires dans un instant et à 8h après la météo, ce sera Luc Carvounas, le député PS du Val-de-Marne qui sera notre invité politique en direct sur ce plateau. Et enfin, ensuite, dernière partie, c'est les actualités du Sénat et parlementaires qui vous seront présentées. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. On commence ce journal avec la mobilisation des retraités au cœur des revendications dans la rue, notamment l'annulation de la hausse de la CSG et une meilleure revalorisation des pensions de retraite. Avec des manifestations un peu partout en France, comme vous le voyez sur ces images. Illustration tournée à Metz par Via Mirabel et à Concarneau en Bretagne par le Télégramme. Le journal du groupe TBO, TB Sud, nos partenaires. Voilà, il reste mobilisé une vingtaine de manifestants de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel d'Amiens a mené une opération coup de poing devant la préfecture. En grève depuis 4 mois, ils ont bloqué la rue afin d'obtenir une entrevue avec le préfet. Leur détermination est toujours la même. Entendez l'émotion de 2 infirmières au micro d'Anaïs Bollaert de WEO TV dans le Nord. On est venu expliquer au préfet qu'on n'avait pas les moyens de travailler correctement, qu'on n'avait pas les moyens d'assurer la sécurité dans l'établissement. La sécurité du personnel, la sécurité des patients, puisque en étant sous-effectif, en suroccupation, il y a une insécurité grandissante dans l'établissement. On est venu aussi montrer au préfet qu'on était prêt à monter d'un cran sérieusement si on n'était pas entendu rapidement et si on continuait à nous montrer une indifférence et un mépris aussi important que depuis ces 4 mois pour lesquels on est en grève. Il faut qu'on fasse quoi? Il faut vraiment qu'on casse quelque chose? Il faut qu'on en arrive là? C'est inadmissible, c'est intolérable. Il est question que de notions humaines, c'est tout ce qu'on demande. Des moyens pour bosser correctement. Voilà, le grand rendez-vous international de la mode à Paris a pris fin il y a quelques jours et c'est l'heure maintenant du bilan pour la Fashion Week. Les chiffres sont plutôt satisfaisants pour toute la filière et pour les créateurs également qui y ont participé. Alizé Lazanrini pour Via Grand Paris nous fait le point. Pendant 8 jours, les yeux du monde entier étaient rivés sur Paris à l'occasion de la Fashion Week. C'est la semaine de la mode organisée chaque année dans la capitale. Plus de 400 défilés se sont succédés. Et depuis 1 an, Paris se positionne devant les Fashion Week de New York, Londres et Milan sur la scène internationale. Notre Fashion Week est de loin la plus internationale. Nous avons déjà à Paris les plus grandes marques et les plus grands groupes. Mais 50% des marques qui défilent à la Fashion Week de Paris ne sont pas françaises. Si on regarde ces chiffres pour les autres Fashion Week, ils sont beaucoup plus faibles. Les marques qui défilent par exemple à Londres et qui ne sont pas britanniques comptent pour 5% du total. Cette année par exemple, la semaine de la mode parisienne a quasiment chevauché celle de Milan en commençant 1 jour plus tôt. Débutant habituellement le mardi, Gucci a pourtant décidé de défiler le lundi. La maison Dior a suivi le pas. Mais la Fashion Week ne profite plus seulement qu'aux grandes écuries de la mode. Des créateurs moins connus profitent de l'engouement en marge des grands défilés. Par exemple, au printemps, l'acteur Anthony Delon a présenté sa dernière collection. Il se consacre aujourd'hui à la création de blousons en cuir made in France. Le cuir pour moi est une matière noble, sensuelle, virile. Un peu comme une deuxième peau. Selon le blouson que vous achetez, selon la peau, selon comment vous vivez, si c'est un motard, si c'est un blouson urbain, il vieillira de manière différente. Et je trouve qu'il y a une vraie histoire d'amour qui peut se créer entre soi et son blouson de cuir. Cette Fashion Week confirme que la mode reste un fleuron français. Elle représente 1 million d'emplois dans l'Hexagone. Aujourd'hui, son exportation pèse plus lourd que l'automobile et l'aéronautique réunis.
À Toulouse, justement, quand on parle d'aéronautique, l'attente fut longue, près de 3 ans, mais depuis hier, c'est fait. L'enseigne irlandaise Primark a ouvert ses portes. Environ 3000 personnes étaient rassemblées pour l'inauguration de ce magasin à prix cassé. Mais la firme irlandaise n'attire pas que la sympathie. En effet, une action de désobéissance civile menée par le collectif Basta avait lieu hier devant le magasin. Le collectif appelle à boycotter Primark et dénonce une catastrophe écologique et sociale. Sont notamment pointés du doigt les conditions de travail, les contrats, la surconsommation. Julie Darling pour Via Occitanie s'y est rendue. Une entrée en fanfare pour la nouvelle antenne de Primark inaugurée à Toulouse. Mercredi matin, près de 3000 personnes ont fait la queue pour pouvoir entrer dans cette enseigne irlandaise de prêt-à-porter. Il a même fallu fermer des rues pour pouvoir accueillir autant de monde. On attend depuis 6h10 ce matin. On est venu très tôt pour être justement les premières, pour inaugurer ce fameux magasin qu'on attend depuis très longtemps nous ici à Toulouse. Primark a un paradis pour ces jeunes femmes avec ses prix imbattables et ses grands magasins. La stratégie pour nous pousser à la consommation, privilégier le confort du client pour qu'il reste le plus longtemps possible. On a pratiquement 100 cabines d'essayage, 90 caisses enregistreuses, donc c'est un très beau magasin. Des zones où on peut se reposer, recharger son téléphone, le Wi-Fi dans tout l'immeuble. Mais l'enseigne ne serait pas si paradisiaque que ça. Une vingtaine de personnes ont manifesté pour dénoncer cette surconsommation qui serait, je cite, une catastrophe écologique et sociale. Parce que c'est des conditions de travail désastreuses, c'est du travail éreintant, il y a très peu de pauses, les gens n'ont pas le droit de boire de l'eau, enfin, c'est des conditions managériales qui sont insupportables pour la plupart des salariés qui sont déjà partis de cette firme. Le nouveau Primark de Toulouse est l'un des 2 plus grands de France. Voilà, faire ses devoirs au collège plutôt qu'à la maison, c'est l'objectif du dispositif Devoirs faits, testé depuis 1 an en Bretagne. Ce dispositif a été élargi depuis la rentrée de septembre et en Bretagne, c'est les 210 collèges publics qui le proposent aux élèves. 20% d'entre eux ont fait le choix d'y adhérer. Reportage au collège Beaumanoir de Plohermel de Fanny Coconnier de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Donnez la définition d'un empire. Leur leçon d'histoire, ces élèves de 5e la révisent dans le collège, épaulés par leur professeur principal. Au fond de la salle, ce groupe travaille les maths avec l'aide d'un surveillant. On devait le faire à la maison, maintenant on a pris une décision pour faire à l'école. Et maintenant c'est bien. On n'a plus de devoirs à faire le soir. Ici, on est plus concentré. Alors qu'à la maison, on a tout le temps envie d'aller sur les écrans. Les notes augmentent. Les moyennes aussi. Au collège Beaumanoir de Plohermel, 20 personnels enseignants et éducatifs prennent en charge ce dispositif. Les 6e et 5e en bénéficient à raison de 2 heures par semaine, avec l'objectif de gagner en autonomie. On travaille sur le type d'apprenant pour permettre aux élèves de mieux se connaître et de viser une certaine efficacité dans l'apprentissage des leçons. Ce travail qui est mis en œuvre de façon importante en 6e va se poursuivre dans les années à venir avec un accompagnement moins fort puisqu'effectivement à partir du moment où l'encodage est fait, c'est beaucoup plus simple pour les élèves. Les devoirs faits ont aussi une vocation, rétablir une équité entre les différents élèves. Le dispositif permet, on le sait bien, de pouvoir avec équité accompagner de la même manière tous les élèves et en particulier ceux qui n'auraient pas l'opportunité de pouvoir se faire accompagner à la maison dans le cadre des devoirs à réaliser, c'est-à-dire ce travail personnel à réaliser à la maison. Le rectorat souhaite développer le nombre d'heures de devoirs faits. Les heures supplémentaires des enseignants et des personnels en service civique devraient être mobilisées. Voilà, c'est ce que va faire Saveria Rojek qui nous rejoint dans un instant pour la revue de presse. Et si vous alliez glaner les pommes de terre ce week-end? Les premiers week-ends d'octobre placent à une tradition tout droit venue du Moyen-Âge. Après la récolte, les agriculteurs ouvrent leurs champs aux particuliers qui viennent ainsi chercher les pommes de terre restantes. Certains producteurs ouvrent même leurs parcelles à cette activité. Chacun y trouve son compte. Olivier Schriffur pour EO TV dans le Nord. La récolte de pommes de terre est terminée. Les glaneurs ont le champ libre pour faire leur réserve de patates. Avec des outils ou à la main, chacun a sa technique. Kevin nous dévoile la sienne. Moi, ce que je fais, je vais sur les bords des champs, parce que comme en général le tracteur ne peut pas passer dans les angles ou alors au niveau du bornage, il reste souvent des racines qui n'ont pas été déterrées et du coup les plus grosses pommes de terre se trouvent directement en dessous sur les lignes des abords de champs. La pratique date du Moyen-Âge et n'a pas disparu.
Tout le monde peut ramasser à condition de respecter quelques règles. Aujourd'hui, il faut surtout demander l'autorisation à l'agriculteur. Et puis à partir de là, quand l'agriculteur est d'accord, les gens peuvent glaner, que ce soit pommes de terre, oignons, carottes, tout produit qui peut être consommable. En partenariat depuis 6 ans avec les maisons de quartier du Dunkerquois, Vincent ouvre ses parcelles à ceux qui n'ont pas les moyens ou qui veulent découvrir cette pratique. Aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un aspect économique. Récupérer des pommes de terre, c'est aussi faire attention à la gestion de son budget, permettre aussi de pouvoir, ce qu'on ne dépense pas là dans les patates, de pouvoir octroyer cet argent-là à leurs enfants. Les opérations de glanage solidaire sont bénéfiques pour tout le monde et pour l'environnement. Pour moi, il y a un côté écologique et puis c'est du gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perte pour moi et puis c'est gagnant pour tout le monde. Je ne dois pas utiliser beaucoup moins de produits phytosanitaires sur mes parcelles dans la prochaine culture. Donc aujourd'hui, les gens quand ils glanent, c'est des aspirateurs et nettoient mon champ. Avec la sécheresse de cet été, le calibre de la pomme de terre n'est pas satisfaisant. Avec le manque de quantité, les prix vont augmenter. Voilà, on va tous s'y mettre ce week-end. Dans un instant, c'est la revue des unes de la presse quotidienne régionale. On s'y retrouve dans un instant. Bonjour Saveria. Bonjour Bienvenue Cyril. sur ce plateau. On démarre avec Ouest France et les péages urbains ce matin. Après Londres et Stockholm, la France va bientôt instaurer un tarif de congestion à l'entrée des grandes villes, les villes de plus de 100 000 habitants. Objectif, diminuer le trafic et la pollution. Problème, la mesure serait discriminante socialement et justement, l'Ouest, à Ouest France, dit non à ces péages urbains pour les grandes villes comme Rennes, Nantes et Caen. Pas question de les installer à l'entrée de ces villes. Et puis à la une de Nice matin, c'est la pollution dans le Var. La région qui débloque 100 000 € en urgence pour dépolluer les plages du Var. L'origine du fioul, on le sait, elle provient de la collision entre un porte-conteneur chypriote et un navire tunisien au large de la Corse le 7 octobre. L'accident, il avait provoqué une importante fuite de carburant. Les boulettes de pétrole, elles se sont déposées par milliers sur les plages du Var. Ramatuelle, Saint-Tropez, Sainte-Maxime sont notamment concernés. Voilà, et c'est la version numérique, comme vous le voyez, de Var matin. Emmanuel Macron est à la une de l'Union de Reims ce matin. Emmanuel Macron et les 15 étapes de l'itinérance mémorielle du président. Le chef de l'État va passer une semaine sur le terrain pour arpenter les lieux les plus emblématiques de la Première Guerre mondiale, marquer les esprits pour raviver la mémoire 5 jours durant. Au début du mois de novembre, le président va se livrer à une itinérance mémorielle dans l'Est et le Nord de la France pour commémorer donc le centenaire de la Première Guerre mondiale. Nous aussi, dans le littoral, s'intéresse aux trottinettes ce matin, Saveria. Oui, elles sont de plus en plus présentes sur les trottoirs des grandes villes. Les trottinettes électriques, elles vont bientôt avoir leur réglementation. C'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne. Le projet de loi d'orientation des mobilités, présenté fin octobre, contiendra une mesure pour réglementer la circulation des trottinettes électriques. Certaines peuvent aller jusqu'à 40 km/h. Hors de question pour les élus, pour les maires, que l'on puisse cohabiter à cette vitesse avec les piétons sur les trottoirs. On en voit beaucoup à Paris aussi. Johnny Hallyday est à la une du Télégramme. Inévitable ce matin. Voilà, difficile de faire l'impasse aujourd'hui sur la sortie du dernier album posthume de Johnny. Un album déjà disque de platine alors qu'il est sorti à minuit cette nuit. Les fans sont au rendez-vous. Le marché du disque devrait aussi à cette occasion retrouver quelques couleurs. Et puis on termine rapidement avec Var matin et un scandale. C'est l'histoire du jour. Paul Verhoeven, le réalisateur de Basic Instinct, a choisi une abbaye pour son prochain tournage. C'est l'abbaye du Toronnet dans le Var. Le film, c'est un thriller érotique qui va raconter la vie d'une nonne lesbienne en proie à des délires mystiques. On comprend le scandale. La nonne sera incarnée par Virginie Efira. Avec Et moi dans la région. Voilà. Vous avez écouté les titres de Johnny Hallyday ce matin ? On a tous écouté, on s'est tous réveillés avec Johnny ce matin. Merci Saveria. On vous retrouve dans la troisième partie de notre émission. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant. Club de la Presse avec Guillaume Doyen. Bonjour, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci d'être là, Guillaume. Et Luc Laventure, d'Outre-mer 360, une télévision et un site consacré à l'Outre-mer.
On démarre tout de suite, Guillaume Doyen, avec vous. La taxe d'habitation, much ado about nothing, beaucoup de bruit, presque pour rien. Oui. Il ne faut pas balancer son maire. Hein. Vous avez entendu parler du hashtag. Les taxes d'habitation sont arrivées dans les boîtes aux lettres. Certains ont constaté que non, la facture ne baissait pas parce que les taux avaient augmenté. Et du coup, on a accusé les maires d'avoir profité de l'aubaine, hein, donc du tiers déduit par l'État pour augmenter les taux. 6 000, hein, c'est faux, oui, 6 000 communes, ce qui n'a rien d'exceptionnel, c'est 17% des communes françaises. Chaque année, l'année dernière, c'était à peu près, même un peu plus, qui avait augmenté. Donc, rien de surprenant. Est-ce qu'elles sont nombreuses? Pas spécialement. Donc, vous dites c'est faux, oui. Dire. Non, mais non, c'est pas un cru exceptionnel. Et nous, on est allé regarder de près, par exemple, les maires, certains ont dit, on le fait parce qu'on a moins de dotations. Alors, on a regardé si cette année, c'était corrélé à la baisse des dotations. Moins j'en ai, et plus j'augmente mes taux. C'est même pas vrai non plus. Donc là, cette raison-là... Vous tordez le cou à des oui, cette raison-là, on a parlé toute la semaine. Voilà. Donc celle-là, on la trouve pas. Est-ce que ce sont des petites villes? Oui, c'est moins de 2000 essentiellement, mais la France est composée essentiellement de communes de moins de 2000 habitants. Il n'empêche que quand vous habitez dans une commune de moins de 2000, vous avez plus de chances de voir augmenter votre taxe d'habitation. On s'est posé une autre question, c'est est-ce que ça concerne des communes pauvres, si vous voulez, avec des bases faibles, si vous voulez, qui ont tendance à augmenter, pas spécialement. Ou des communes endettées. Endettées, c'est intéressant. Ce qui est possible, au fond, c'est que les maires des petites communes se comportent comme des Français moyens, ce qui est normal. Ils sont représentants des Français moyens. Ils gèrent de comme nous des tous. Français Ils moyens. gèrent comme des Français. Ils n'aiment pas la dette. Et là, c'est une hypothèse qu'on a soulevée qui mériterait d'être travaillée un peu plus que ça, je pense. C'est qu'au fond, quand vous êtes le maire d'une petite ville, vous gérez en bon père de famille ou en bonne mère de famille, si vous voulez, et la dette, vous en méfiez, comme tout bon Français, si vous voulez. Absolument. Voilà. Qui épargne beaucoup. Voilà. Et vous voulez épargner. Et on s'est aperçu que, ce qui est connu, c'est que les petites communes mettent pas mal d'argent de côté et préfèrent augmenter l'impôt que de s'endetter. Tandis qu'on trouve des communes un peu plus grosses avec à leur tête des directeurs financiers, vous voyez, plus de moyens techniques qui, elles, n'hésitent pas à augmenter fortement leur endettement parce que si vous voulez, il y a des normes qui vous permettent de le faire et actuellement, l'argent se prête vraiment pas cher, quoi. Donc beaucoup de bruit presque pour rien. Ce papier, donc dans la Gazette des communes, indique au fond qu'il y a eu énormément de critiques, qu'on s'est polarisé sur 6000 communes, mais qu'au fond... Pas plus que les autres années, plutôt moins. Plutôt moins, et on a raté peut-être le vrai sujet. C'est ce qui va arriver maintenant. C'est par la suite, elle va disparaître totalement, cette taxe d'habitation. On connaîtra les modalités exactes de cette disparition dans quelques mois. Et là, qu'est-ce qui va se passer quand les maires n'auront plus que la taxe foncière comme levier d'action? Ça peut être une autre paire de manches. Est-ce qu'ils vont l'activer beaucoup, augmenter fortement les taxes foncières? Là, ce sera intéressant de voir ce qui va se produire. Et avec quels moyens on va compenser la disparition de la taxe d'habitation? Là, les Français devront vraiment regarder ce qui se passe, même si c'est un peu technique. Je pense que ça vaut le coup pour un citoyen d'aller regarder ce qui se passe sur sa taxe foncière quand il en paye une, ce qui se passe sur les tarifs de la cantine, est-ce qu'il paye la piscine plus cher du coup, pour voir si au fond, il ne s'est pas fait avoir. Voilà, pour voir si la disparition d'un impôt, en réalité, ne cache pas d'autres hausses, évidemment. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites. Allez voir, ça veut dire quoi? Scruter, regarder, peut-être... ça vaut le coup d'aller regarder. Spécialiste aussi, parce que c'est quand même compliqué, non? Même vous disiez à la Gazette des communes, par moment, vous avez du mal à l'expliquer, à trouver les informations. Nous, si vous voulez, on a 2 spécialistes qui travaillent sur les finances locales à plein temps. L'autre jour, j'ai vu un maire, un président d'intercommunalité qui disait « je ne m'y retrouve plus, moi non plus, je ne comprends plus très bien ». Mais je pense que néanmoins, il y a des outils qui permettent aux Français quand même d'aller regarder précisément quand ils reçoivent une taxe foncière, est-ce que le taux a augmenté, de savoir s'ils payent plus cher la cantine d'une année sur l'autre et de se demander au fond pourquoi ce qui s'est passé quand on a supprimé un impôt. Parce que dire aux Français « on supprime la taxe d'habitation, il y a 21 milliards à trouver, il faut quand même que regardent un petit peu, je pense, les citoyens quand ils le peuvent en tout cas. Voilà, taxe d'habitation, beaucoup de bruit pour presque rien, c'est les pages repérage de la Gazette des communes. Le budget, outre-mer,
Luc Laventure, vous êtes sur ce plateau pour en parler. Passe d'armes entre élus ultramarins et gouvernement à l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle même. Ouais, beaucoup de bruit. Pas en commission, dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle. Ça a été quand même très très fort hier matin, hier après-midi, avec des paroles très très fortes. J'en citerai 3. Celle de Serge Letchimy, député de la Martinique, qui parle d'humiliation. Du député plutôt réservé de la Réunion, David Lorion, qui dit la chose suivante. Jamais les députés ultramarins ne se sont sentis aussi humiliés, méprisés, etc. Et même François Popponi, qui est dans la région parisienne, dit que le seul endroit où les impôts vont augmenter sera dans les dom-toms. C'est intéressant. Le motif de ce débat, c'est la suppression de l'abattement fiscal, le fameux en Outre-mer. Il a été instauré en 1960. Tout à fait, mais il n'y a pas que cela. Il faut dire que ce budget a été construit de la façon suivante. 2 choses. Il y a des dispositifs nouveaux et des dispositifs qu'on a créés et des dispositifs qu'on a supprimés. Alors, parmi les dispositifs nouveaux, il y en a qui sont la création de nouvelles zones franches. Et puis, il y a également le fait que l'État essaie sinon de désendetter les communes, on en parlait il y a un instant, mais faire en sorte que le délai de leur paiement soit réduit. Eh bien, même cela suscite un petit peu de suspicion de la part des élus qui se disent comment ça vite c'est Bercy qui reprend la main, c'est la ministre qui reprend la main. De ce côté, la ministre réagit de façon très droite, elle est droite dans ses bottes et elle dit la chose suivante. Tout ce que je fais, c'est le résultat des assises, il faut respecter ce qui avait été prévu. Et effectivement, il y a cette fameuse révision de cette loi de 1960 sur effectivement ce qu'on appelle l'abattement. Alors, l'abattement, la ministre... 30% en Guadeloupe, en Martinique, Réunion, 40% en Guyane. Ça varie en fonction, j'ai vu, des territoires d'outre-mer. Tout à fait. Et ça concerne essentiellement ce qu'on appelle les 4 vieilles colonies, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion. La ministre répond, j'allais dire d'une chic note, en disant « Arrêtez, ça ne concerne que 50 000 foyers et ce sont des gens qui payent... Les plus aisés. Les plus aisés, qui payent plus de 50 000, qui sont imposés. 4,34% des foyers fiscaux, ce qui est peu, c'est vrai. Et elle répond également, ça va générer 70 millions d'économies, et ces 70 millions d'économies seront reversés pour créer des routes et pour créer des crèches. Alors, les députés ont voté la suppression de la TVA non perçue récupérable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Ça fait partie de ce qu'on appelle la jungle de Bercy. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose... Guillaume Doyen est intéressé d'ailleurs. Il doit en avoir ça a l'air aussi d'une complexité telle que le citoyen et même l'élu, il retrouve plus ses petits là-dedans. Oui, pardon. Expliquez-nous. Il perd ses repères. Ouais. Globalement, mais je vais faire simple et du même coup, je vais forcir le trait. Quand on achète des biens, quand on achète des matériaux qui servent à l'entreprise, ça ne génère pas de bénéfices. L'État... on paye la TVA normale et on la récupère, j'allais dire, par un jeu d'écriture à la sortie des comptes en fin d'année. Eh bien, l'État a décidé effectivement de desserrer l'étau de ce côté-là et de faire en sorte qu'effectivement chacun y retrouve son compte. Mais la complexité est tellement forte là-dessus qu'effectivement, je ne suis pas sûr que tout le monde retrouve ses petits. Comment ça va-t-il, Guillaume Doyen? Vous êtes un spécialiste de cela, vous dirigez la rédaction de la Gazette des communes. Qu'on n'arrive pas à faire de pédagogie, qu'on n'arrive pas à simplifier les choses. Mais tout à fait, c'est exactement ça. Je pense, et c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois pour l'histoire de la TVA, à la fois pour l'histoire des 50 000 personnes qui seront taxées, à la fois sur le délai de raccourcissement, tout cela, je pense qu'il n'y a pas une pédagogie qui a été faite, et même quand les choses se passent bien, on a l'impression que l'État... Oui, c'est le cas de Bercy, votre article aujourd'hui sur la taxe d'habitation. On avait tous compris qu'elle avait beaucoup augmenté, vous dites que non. Pourquoi c'est si compliqué? C'est élaboré par des gens qui ne veulent pas faire simple? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je
Oui, je pense que c'est élaboré par des archispécialistes qui, eux, s'y retrouvent, qui sont de moins en moins nombreux. On m'a raconté une scène amusante avec un secrétaire d'État aux collectivités locales qui parlant de finances. Donc il avait tous ses experts autour de lui, le journaliste était là et il dit au fond il n'y a plus qu'une personne qui comprend quelque chose, c'est la dame qui est en face de vous. Ça devait être une polytechnicienne ou une énarque de Bercy. Et sincèrement, j'ai parlé à des élus parce que moi-même parfois je me dis mais ce niveau de complexité, je dis est-ce que vous y retrouvez, est-ce que vous comprenez ce qu'il y a là-dedans? La réponse c'est, à moins qu'ils aient beaucoup d'expérience, beaucoup d'ancienneté, c'est non. Ils subsistent par exemple dans ce qu'ils perçoivent des dotations qui viennent compenser des choses qui ont disparu depuis plusieurs années, parfois depuis 2 décennies. Un empilement de L'élu était décisions. à peine né, ça continue à arriver. Ils appellent ça les dotations fossiles, vous voyez. Donc il y a des fossiles fiscaux comme ça. Et ça s'empile. Et ça s'empile. Et ça s'empile. Et ils disent, mais si on continue à faire arriver ça, bientôt ce sera une génération qui n'était pas née, qui continuera à percevoir des dotations sans plus savoir à quoi ça correspond. Voilà. Merci Guillaume Doyen, taxe d'habitation, beaucoup de bruit pour presque rien. Et vous, Luc Laventure, dans Outre-mer 360, ce matin, c'est budget Outre-mer avec ses passes d'armes entre élus ultramarins et gouvernement. Merci, vous avez un site internet sur lequel on peut aller lire toutes les explications à ce propos. Tout de suite, vous restez avec nous, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais aussi Luc Laventure dans les territoires français d'Amérique, du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien. A tout de suite avec l'invité politique, qui est Luc Carvounas, le député PS du Val-de-Marne. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de recevoir Luc Carvounas, député PS du Val-de-Marne, qui est notre invité politique en direct ce matin dans Territoire d'Info. Voici le Zap Monde, quelques images de ce que vous devez retenir de l'actualité du monde depuis hier, avec évidemment Donald Trump à propos de l'affaire Khashoggi. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est peut-être un tournant dans l'affaire de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Alors qu'il avait toujours fait preuve de retenue face à son allié saoudien, le président américain Donald Trump semble cette fois plus nuancé. À un reporter qui lui demande s'il pense que Jamal Khashoggi est mort, il répond. Il semblerait bien qu'il soit mort, oui. C'est vraiment triste. Septembre 2013. Quelques semaines après une attaque au gaz sarin dans la banlieue de Damas, la Syrie s'engage devant les Nations Unies à détruire son stock d'armes chimiques. Mais d'après une enquête de la BBC, au moins 106 attaques chimiques ont eu lieu en Syrie après cette date. Et malgré les dénégations de Damas, la plupart auraient été perpétrées par le régime syrien. Le Brésil est le pays qui compte le plus de catholiques au monde, 65% de la population d'après le dernier recensement de 2010. L'un est fervent catholique, l'autre plus progressiste. Mais tous les deux le savent, la religion joue un rôle décisif dans cette campagne. Net avantage au candidat d'extrême droite conservateur, il est largement soutenu par l'électorat évangélique. Jair Bolsonaro prône des valeurs familiales et traditionnelles. Il a notamment promis de ne jamais légaliser l'avortement.
En face, Fernando Haddad prône la laïcité. Ses détracteurs l'ont accusé de favoriser l'homosexualité dans les écoles, ce dont il se défend. Aujourd'hui, à quelques jours du second tour de la présidentielle, il tente de combler son retard. Ce jour-là, il assiste à une messe évangélique à Sao Paulo. Il aura fallu patienter quelques heures dans la nuit avant le décompte final. Les fans de Johnny l'attendaient avec impatience. L'album posthume de leur idole, intitulé « Mon pays, c'est l'amour ». Alors une fois le précieux sésame en main, beaucoup laissent éclater leur émotion. Je me sens bien. Enfin, je me sens bien. Merci. Je sais qu'il y a une partie de lui qui est là. L'album, mélange de rock et de blues, vient à peine d'être mis en vente, mais est déjà assuré d'être disque de platine, puisque 100 000 exemplaires ont été précommandés.